bonjour à toutes et à tous. Alors, je remercie la librairie Mola et le CHU de Bordeaux. Je remercie en mon nom et au nom du professeur Meïna Fatseas, qui interviendra après moi, pour nous avoir donné l'opportunité de parler des troubles et conduites alimentaires aujourd'hui, qui est voilà une date tout à fait spéciale, puisqu'il s'agit de la journée internationale des TCA qui tombe le 2 juin. Alors, cette journée internationale est instaurée depuis 9 ans. C'est cette année la 10e journée mondiale ou internationale des TCA. Mais on n'en parle vraiment que depuis 2021, dans les suites de ce qui s'est passé avec l'épidémie de Covid, où la santé mentale de nos jeunes, bien sûr, mais de façon générale dans la population générale, la santé mentale a été, on le sait, extrêmement impactée. Alors c'est vrai que comme ce sont en plus des maladies qui surviennent préférentiellement, enfin en tout cas l'épidémiologie montre qu'elles surviennent au moment de l'adolescence. Évidemment, on a assisté dans les suites de cette épidémie à une autre épidémie, celle des maladies mentales et des troubles des conduites alimentaires. Je rappelle aussi que 2025 est une année sur le plan national consacrée à la santé mentale. Cette journée internationale a été étendue à une semaine de sensibilisation au TCA depuis l'année dernière. Et il fallait l'étendre à une semaine parce qu'il y a de nombreuses actions qui sont organisées pour informer, dépister ces maladies, les aider à les comprendre, inciter aux soins, faire que les gens qui en souffrent se sentent moins seuls. Et elles ont lieu sous l'égide de la Fédération française anorexie-boulimie, la FFAB, qui est une association et société savante qui regroupe un certain nombre de spécialistes, de représentants de fédérations, de représentants d'usagers, de malades, et qui, c'est une société savante qui a tout à fait une grande influence et qui influe par exemple sur les décisions que peut prendre l'HAS concernant par exemple les recommandations de bonnes pratiques. Donc, plusieurs manifestations sont organisées à cette occasion, donc des conférences, des webinaires, des interviews, des témoignages qui portent sur un thème différent chaque année. L'année dernière, c'était l'activité physique parce que c'était l'année des Jeux Olympiques, donc l'activité physique qui est souvent inadaptée dans ces troubles. Et qui peut, qu'on essaie de conduire à quelque chose d'un peu plus souple, en tout cas. Et cette année, on revient à un thème finalement qui est très porteur. Il y a 2 ans, c'était les pères aidants. Bon, cette année, c'est la famille qui, dans son quotidien, est extrêmement impactée à plusieurs niveaux, de différentes façons, quand l'un de ses membres est atteint d'un trouble des conduites alimentaires, ce qui s'accompagne habituellement donc d'une grande souffrance. Donc, le thème précis de la journée, c'est quand les TCA s'immiscent dans la famille, et de ce fait, nous avons repris le titre pour cette conférence. Alors, c'est vrai que les proches se pose de nombreuses questions. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici. Certaines, je les ai prises justement sur le site de la FFAB. Mais bon, vous voyez, ça peut être nous, parents, qu'avons-nous raté? Avons-nous fait quelque chose de mal? Serons-nous exclus de la prise en charge? Comment aider à guérir? Quelles paroles, quelles attitudes peuvent être favorables? Quelles autres auront un impact négatif? J'ai souffert d'un trouble des conduites alimentaires. Pourrais-je avoir des enfants? Y a-t-il un risque pour mon enfant? Comment conduire un proche souffrant de TCA vers les soins s'il s'y refuse et dans le déni de la maladie? Que faire si la maladie retentit négativement sur la dynamique familiale, sur l'équilibre des proches? Voilà, autant de questions pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, avec des idées reçues, des informations fausses qui circulent sur le net,
Voilà, d'où l'intérêt des manifestations de ce genre autour de cette semaine de sensibilisation. Alors, pour nous présenter peut-être, voilà, dire un petit peu au niveau du CHU de Bordeaux, quelle est la filière qui prend en charge ces pathologies. Donc, c'est une filière qui va de l'enfance à l'âge adulte. Alors, les enfants et les adolescents, ils sont pris en charge au Centre Abadie, en collaboration avec les services de pédiatrie de Pellegrin. Ils font partie du pôle pédiatrique. Il y a deux services, un qui va se consacrer aux jeunes, alors aux enfants et aux préados jusqu'à l'âge de 13 ans. On parle à ce moment-là souvent d'anorexie prépubère. C'est l'UHEA, la responsable est Dr Valérie Adrian. Et puis, de 14 à 18 ans, il y a l'UTCA, dont je suis responsable. Pour les adultes, il y a un service à Olévêque, dans le pôle interétablissement d'addictologie, dont la chef de pôle est le professeur Fatseas, et la responsable du service qui s'occupe des TCA est le docteur Delphine Sanchez. Le fait qu'il y ait une filière de soins complète de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, avec une double prise en charge psychiatrique et somatique, donc des services somatiques qui sont là en cas de besoin, a permis la labellisation niveau 3 par l'ARS pour la prise en charge des TCA. Alors, cette labellisation niveau 3, ça signifie la reconnaissance d'un niveau d'expertise et bien sûr un certain nombre de missions. L'accueil des cas les plus graves, par exemple, et puis des missions qui vont s'organiser autour de ce qu'on appelle le centre de recours et de coordination, dont les compétences sont à l'échelle régionale et qui est dirigé aussi par le professeur Fatseas, qui vous en parlera donc plus en détail tout à l'heure. Donc, on va aborder différents points. Moi, je vais commencer par d'abord faire un rappel ou tout au moins expliquer rapidement quels sont les principaux troubles des conduites alimentaires, leurs caractéristiques cliniques. Ensuite, on verra comment ils interfèrent dans la dynamique familiale et quelle prise en charge on peut proposer dans les familles, pour les familles. Ensuite, le professeur Fatseas vous donnera quelques données épidémiologiques, quelles causes à ces maladies, avec les facteurs de risque, quand, comment orienter, sur quels signes, etc. Et donc, comme je vous ai dit, on abordera aussi la question de ce centre de recours et de coordination. Alors, très simplement, c'est quoi les TCA? Alors, ce sont des maladies qui sont caractérisées par un rapport perturbé à l'alimentation, soit par excès, crise de boulimie, soit par restriction alimentaire et déficit des apports caloriques. Avec trois principaux troubles, donc l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Voilà, je vais détailler ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de boulimie, c'est un symptôme. Ce n'est pas, c'est pas ça la maladie. La maladie, elle s'appelle boulimie ou boulimie nerveuse et hyperphagie boulimique. Et cette crise de boulimie, alors c'est une prise alimentaire très rapide, très importante, compulsive, voilà, que la volonté de la personne qui l'a subie ne peut pas juguler. Et on va la retrouver on peut la retrouver dans ces trois maladies. Enfin, on va la retrouver systématiquement dans l'hyperphagie boulimique et la boulimie, et on peut la retrouver aussi dans l'anorexie mentale. Alors, je commence un petit peu par l'hyperphagie boulimique. C'est pas l'ordre forcément le plus classique, mais en fréquence, c'est peut-être le trouble le plus répandu. Donc, l'hyperphagie boulimique, ce sont des crises, elles se manifestent par des crises de boulimie sans comportement compensatoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par comportement compensatoire? C'est le fait par un moyen, quel qu'il soit, de lutter contre la prise calorique que crée la crise de boulimie. Donc ça peut être par exemple des vomissements, faire du sport,
hein, bon, pour brûler des calories. Hein. Là, dans les crises de boulimie, ce qui caractérise l'hyperphagie boulimique, c'est qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc, de grandes quantités de nourriture sont ingérées rapidement, souvent sans sensation de faim, en solitaire. Bon, c'est toujours suivi d'une grande douleur morale, d'un sentiment de honte, de culpabilité. Et comme il n'y a pas de comportement compensatoire, il y a une prise de poids, hein, ce qu'on appelle l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui est un rapport poids-taille, qui donc est élevé. Alors, dans la boulimie, il y a des crises de boulimie, mais avec des comportements compensatoires. Les vomissements suivent la crise, souvent. La restriction alimentaire, il y a une restriction alimentaire qui se met en place après la crise. On peut arriver de prendre des laxatifs, des diurétiques, dans l'espoir totalement faux de perdre du poids, et bien sûr de l'hyperactivité physique. Et ce qui va caractériser finalement la boulimie, c'est que l'IMC reste globalement normal. Alors, l'anorexie mentale vous est peut-être plus familière comme maladie entraînant finalement à une grande maigreur. Hein. Donc, c'est une restriction alimentaire, initialement volontaire, avec une perte de poids continue malgré l'IMC qui devient de plus en plus bas. Et cette restriction alimentaire, elle est sous-tendue par la peur de prendre du poids, la peur d'en reprendre, voilà, et le désir souvent de continuer à perdre du poids. Alors, on peut avoir des crises de boulimie, on peut avoir voilà, d'autres comportements compensatoires comme les vomissements, laxatifs, diurétiques, et très très souvent aussi l'hyperactivité physique. Alors, dans tous les cas, il y a des complications somatiques et psychiques qui peuvent être graves au cours de l'évolution et un retentissement sur la vie familiale et sociale. Alors, en apparence, ce sont des tableaux différents, mais qui ont des points communs. D'abord, bon, on est bien sûr dans l'anomalie des apports alimentaires, sans étiologie organique, avec donc le fort retentissement dont j'ai parlé, et il ne faut pas oublier non plus le retentissement social. En général, il y a toujours une grande insatisfaction corporelle, une mésestime de soi, des conduites centrées sur le corps. Et puis, dans tous les cas, on est toujours un petit peu dans la recherche de la restriction alimentaire, soit par peur de prendre du poids, de continuer à en prendre si on en a pris, ou d'en reprendre si on en a perdu. Alors, dans la similarité aussi, voilà, il y a aussi l'évolution clinique qui font qu'il y a des passages comme ça d'une forme à l'autre. Hein. On n'a pas une rupture brutale entre les différents tableaux. On peut avoir des tableaux qui passent comme ça, voilà, qui se situent un peu à cheval entre deux tableaux, etc. Et dans l'évolution, donc, on peut aussi être anorexique, devenir boulimique ou hyperphagique. C'est d'ailleurs une perspective angoissante pour le patient, dont finalement l'entrave à la guérison, c'est souvent la peur de faire des crises de boulimie. Il y a des données épidémiologiques similaires aussi. C'est des maladies qui peuvent survenir à tous les âges, mais surtout à l'adolescence. Le sexe ratio est assez proche. Bon, ça concerne surtout, vous savez, les femmes, les filles, mais voilà, au moins dans les formes typiques. Peut-être que le sexe ratio diffère quand on s'approche des formes peu typiques, mais je pense que peut-être on en reparlera. Voilà, donc tout ça a pu faire dire que peut-être c'était un seul et même trouble avec des expressions cliniques différentes. Alors, comment est-ce que ça impacte finalement la vie familiale? Je vais partir d'un tableau finalement très classique, une jeune adolescente de 14 ans. Alors, elle n'a jamais posé de difficultés, a toujours été bonne élève, a toujours été sérieuse, elle a toujours aidé à la maison. Alors, souvent un peu, contrairement aux frères, aux sœurs qui sont un peu différents. Bon. Et d'ailleurs, elle continue à ne pas faire de vagues et à dire que tout va bien. Tu n'as pas très faim ce soir. Ah oui, mais j'ai beaucoup mangé. Au self à midi. Bon, voilà. Donc les premiers signes sont souvent masqués. L'amaigrissement n'est pas toujours très apparent. Et il y a toujours, voilà, il y a un moment où ce qui se passe, la réalité, va quand même apparaître. Et ça crée souvent un grand désarroi chez les parents. À la fois parce qu'il y a de l'inquiétude devant une perte de poids qui est importante, dont on ne sait plus trop jusqu'où elle va aller et où elle va s'arrêter, un désarroi devant un certain nombre de dissimulations,
Bon, j'évoquais évidemment le cas du self, mais voilà, ça peut être aussi prendre de la nourriture, se faire vomir en cachette, etc. Bon, voilà, généralement, cette jeune adolescente n'a jamais menti, hein. Voilà. Et puis le désarroi, il est aussi lié au fait que toute tentative de persuasion est souvent un échec. C'est-à-dire que on a beau manifester l'inquiétude, expliquer que ça peut pas continuer comme ça, etc. Non, il n'y aura pas possibilité d'une prise alimentaire qui va augmenter. Donc souvent pour les parents, c'est un parcours du combattant qui se met en place. Il faut convaincre d'abord le proche qui souffre d'un TCA de la nécessité de soins, ce n'est pas évident. Voilà, il faut trouver des spécialistes, c'est pas toujours évident non plus. Et puis en attendant, beaucoup de questions peuvent se poser. Qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut insister, il faut dire mange, mange, il faut être là constamment au moment des repas. Mais c'est compliqué. Et voilà, en 1873, la première description par la SEG en France de l'anorexie mentale, la SEG a pu dire l'excès d'insistance conduit à un excès de résistance. Ouais. Alors au contraire, est-ce qu'il faut ne rien dire, tout accepter? Bon, tu veux manger dans ta chambre, ok. Bon, là, ça, voilà, en se disant que voilà, ça risque d'être, voilà, que la diminution de l'alimentation risque d'être toujours de plus en plus importante. Donc, voilà. Parmi les signes cliniques de ces maladies, il y a quand même une maîtrise, voilà, qui peut devenir de plus en plus dictatoriale à la maison. Le jeune ou la jeune qui veut tout régenter, prendre le pouvoir à la cuisine, qui sélectionne son alimentation. Ah non, mais les yaourts que tu achetés habituellement, je peux les manger, mais ceux-là, je peux pas. Donc voilà, alors les parents vont acheter les yaourts qu'il faut, mais en fait, pour finalement juste goûter une demi-cuillère. Hein, voyez. Donc tout ça, ça conduit immanquablement à des crises. De la même façon, peut-on empêcher les vomissements? Est-ce qu'il faut acheter des boîtes de gâteaux pour le goûter des frères et sœurs s'ils disparaissent régulièrement? Voilà, tout ça, ce sont évidemment des situations qui conduisent à une certaine tension, hein, à ce moment-là au niveau familial. Donc, évidemment, ça va conduire à beaucoup de questionnements et de remise en cause. Parce que ce trouble qui paraît quand même très incompréhensible, même quand on essaie de le comprendre, eh bien, quand on ne comprend pas, on se sent attaqué, hein. Donc les parents se sentent quand même attaqués dans leur fonction parentale. Voilà, la fonction parentale, c'est de protéger, de nourrir. Et là, justement, la nourriture semble refusée. Donc, bien sûr, c'est difficile de ne pas passer par des sentiments de colère, d'inquiétude, de culpabilité. Ça peut créer des tensions entre les parents, l'incompréhension des frères et des sœurs, bien entendu, avec un risque, l'épuisement physique et psychique. Alors, cette famille elle doit donc être prise en charge. Voilà, ça c'est quelque chose dont on est bien entendu tout à fait porteur. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Longtemps, la famille a été exclue, alors du fait des méthodes de soins, hein, parce que quand la maladie a été découverte et s'est révélée à la fin du 19e siècle, déjà à l'école de Charcot, on a mis un isolement strict, hein, donc voilà, plus aucun contact avec les parents jusqu'à la guérison. Voilà, fermé dans la chambre, toilettes fermées, etc. Hein, ce sont des méthodes de prise en charge qui ont perduré durant tout le XXe siècle. Et cette exclusion se fondait sur l'idée que la famille avait un fonctionnement pathogène, donc il fallait l'exclure de la prise en charge. Alors, longtemps, on a trouvé dans les traités de l'anorexie des descriptions pouvant susciter vraiment la culpabilité des parents, hein, des mères décrites comme froides, rigides, autoritaires. Les mères des patients anorexiques ont beaucoup pris, hein, habituellement. Bon, les pères paraissaient plus effacés. Et puis, l'idée, c'était obligatoirement d'aller chercher peut-être un dysfonctionnement familial que la maladie venait d'énoncer, hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais de famille type et que on ne peut pas, voilà, comme ça, mettre des familles dans des cases, hein. Alors, comme dans toutes les familles, il peut y avoir effectivement des histoires douloureuses, des difficultés multiples,
Mais on ne va pas imputer ça de façon directe parce que les troubles des conduites alimentaires ont des causes vraiment plurifactorielles. Et puis, bien entendu, ce sont les familles qui sont le plus en difficulté qu'il faut aider le plus. Et bien sûr, il faut les aider parce que voilà, les symptômes du trouble ont envahi l'espace psychique de tous les proches. Et c'est là que ça risque de faire dysfonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre les membres de la famille n'est pas moins fort, mais il n'existe plus que sous le prisme de l'inquiétude et de la prégnance du symptôme. Et ça peut effectivement conduire à rendre la guérison plus difficile. Donc, déjà, il faut pouvoir dédramatiser la situation, déculpabiliser, aider les parents à sortir de leur sentiment d'échec, les aider à supporter de ne pas être des soignants de leur enfant, parce que là, c'est... Voilà, je pense qu'effectivement, si on se place en soignant, c'est sûr que, et uniquement en soignant, qui plus est, c'est sûr qu'on va arriver à des échecs, mais tout simplement se retrouver parents. Hein. Et donc, il faut retrouver les compétences parentales, les aider à ça, et pour ça, il faut bien sûr qu'ils soient inclus dans la prise en charge. Alors, je vais parler un peu et rapidement de quelques moyens qu'on va utiliser au centre Abadie. Bon, déjà, recevoir les parents, recueillir leurs souffrances, bien sûr, les soutenir dans la démarche, expliquer le cadre de soins. Alors, les entretiens familiaux, c'est important, c'est un lieu de jonction entre l'équipe soignante, la patiente et les parents. Hein. Ce qu'il faut, c'est dépasser un peu la maladie, son côté opératoire, ce en quoi finalement elle englue, et pouvoir accompagner les proches vers le positionnement optimal face aux symptômes. Hein. Rétablir une communication qui est devenue exclusivement centrée sur le trouble. Donc, et pour ça, peut-être, voilà, il y a bien sûr des méthodes, mais peut-être déjà replacer l'histoire de la maladie dans une histoire plus large, retrouver une histoire commune, verbaliser d'éventuels conflits, quand le seul conflit apparent ne porte plus que sur l'alimentation. Et alors, à l'hôpital, on ne va pas faire vraiment ce qu'on appelle une psychothérapie familiale, mais ça peut en tout cas y conduire. À l'unité UHEA, il y a aussi des ateliers cuisine avec les parents, qui sont donc un lieu pour aider à la compréhension des symptômes, le désacraliser, l'accepter, qui permet une psychoéducation. Et puis, il y a des groupes de parole destinés aux parents, donc qui sont médiatisés par un psychiatre et ou une psychologue ou une infirmière ou une assistante sociale. Enfin, voilà, il y a plusieurs configurations en fonction des groupes de parole. Et puis, voilà, parfois, on pourrait presque avoir l'impression qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de professionnels et que les parents eux-mêmes, finalement, les plus anciens, les plus expérimentés, vont apporter une sécurité à ceux qui intègrent le groupe. Donc, ça permet des échanges, des expériences croisées, pour sortir du sentiment d'isolement, de honte, de culpabilité, exprimer possiblement les angoisses, réassurer, une réassurance réciproque, possibilité de prendre du recul, de trouver une meilleure distanciation au trouble. Voilà, et quand finalement on voit que les parents sont angoissés, d'autres parents sont angoissés tout autant, mais quand d'autres peuvent dire aussi que leur enfant va mieux, voilà, que c'est un long chemin, mais qui arrive à des résultats. Voilà, ça favorise finalement l'empathie, ça permet d'atténuer les sentiments négatifs qui ont pu être éprouvés vis-à-vis de cet enfant malade et qui résiste beaucoup au traitement. Alors, on est en train de réfléchir aussi, alors, une prise en charge des frères et sœurs. Bon, elle a déjà lieu à l'UHEA, voilà, avec la psychologue qui reçoit les parents, et puis pour recevoir les frères et sœurs aussi. La question pourrait être aussi de faire des groupes de frères et sœurs, mais c'est compliqué parce qu'on se dit, mais il faut peut-être des niveaux d'âge, etc. Bon. Voilà. À l'étude aussi, la question de la thérapie multifamiliale, qui est une pratique qui a été initiée pour les troubles des conduites alimentaires par une psychothérapeute familiale à Paris, qui s'appelle Suzanne Cook d'Arzins, et qui a cette pratique à Robert Debré depuis voilà une vingtaine d'années. Alors, bon, donc en fait, c'est réunir plusieurs familles, enfants, parents,
Donc, ça, pour finalement faire un mix entre l'entretien familial et le groupe de parents, vous voyez. Alors, ça peut avoir des avantages quand c'est très difficile pour un parent de se retrouver en entretien familial. Voilà, c'est parfois, voilà, c'est parfois des situations compliquées où la parole a du mal à se libérer. Donc là, on retrouve peut-être l'avantage du groupe de parents pour finalement permettre d'enrober ou de rendre la parole finalement plus possible. Après, bien sûr, ça peut être lourd aussi, ça peut être rédhibitoire pour d'autres parents. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Amina Fatsas. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, j'en profite aussi pour remercier la librairie Mola et le CHU de Bordeaux pour l'organisation de cette soirée. Donc, qui nous donne l'opportunité de parler des troubles des conduites alimentaires. Donc, je vais continuer mon propos dans la continuité, enfin les propos dans la continuité de ceux du docteur Viau pour me focaliser plus particulièrement sur la question des modèles un petit peu explicatifs de la maladie, mais aussi surtout de l'enjeu de l'accès aux soins et puis de l'organisation de l'offre de soins et des prises en charge, plus particulièrement donc dans le cadre du centre de coordination, de recours et de coordination des troubles des conduites alimentaires, donc du CHU de Bordeaux. Alors pour introduire cette présentation très rapidement, même si ça a déjà été décrit par le docteur Viau, les troubles des conduites alimentaires s'inscrivent dans un spectre très large, donc qui va à l'extrême de la restriction alimentaire avec l'anorexie mentale jusqu'à la surconsommation d'aliments hypercaloriques, hyperpalatables, avec la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Mais au-delà de ces trois grandes entités diagnostiques, il existe également d'autres formes de troubles des conduites alimentaires qu'on appelle des formes partielles ou des formes atypiques, parce qu'elles ne vont pas répondre à l'ensemble des critères des grandes classifications internationales, mais pour autant vont être à l'origine d'un retentissement important dans le fonctionnement global de la personne. Donc c'est en particulier l'anorexie mentale dite atypique, qui va avoir tous les symptômes de l'anorexie mentale sans les critères d'IMC et de poids. Mais c'est également la boulimie et l'hyperphagie subclinique en intensité et en fréquence, les conduites de purge, le syndrome d'alimentation nocturne, la restriction et l'évitement alimentaire et le concept plus récent d'addiction à l'alimentation qui va se caractériser par une perte de contrôle de la prise alimentaire mais orientée sur des aliments dits hyperpalatables, ultra transformés, dont on sait qu'ils ont finalement un pouvoir addictif relativement important. Donc l'ensemble de ces troubles, vous voyez, c'est un spectre assez large, mais l'ensemble de ces troubles vont avoir donc un retentissement important sur la santé physique, mais également sur le fonctionnement psychosocial de la personne et sur le fonctionnement familial. On l'a vu, avec une très forte intrication des dimensions somatiques et psychiatrique du trouble, ce qui explique en partie probablement la difficulté qu'il y a eu et qu'il y a encore de structurer finalement des filières spécialisées pour les troubles alimentaires. Alors, au-delà de ces catégories diagnostiques, de ces entités, l'ensemble de ces troubles vont s'exprimer, vont avoir des caractéristiques communes, vont partager en commun tout un ensemble de symptômes qui sont des symptômes alimentaires, restriction, accès hyperphagique, mais on a également l'hyperactivité physique, les conduites de purge, les comportements compensatoires, et de manière associée, peut-être des symptômes un peu moins visibles, mais qui sont tout aussi importants, qui sont des dimensions d'insatisfaction corporelle et de faible estime de soi, de préoccupations excessives, envahissantes sur le poids et l'apparence physique, l'anxiété et les difficultés lors des relations interpersonnelles, par exemple, et également la notion de craving à l'alimentation, c'est-à-dire de pulsion alimentaire vis-à-vis des aliments hyperpalatables et addictifs. Donc ces chevauchements de symptômes, finalement, nous ont amené et amènent à considérer qu'il existe bien un continuum entre ces différentes formes de TCA, donc pas des entités diagnostiques très rigides, mais un continuum important avec souvent des possibilités d'aller-retour
entre ces différentes formes de TCA. Alors cette observation a amené finalement à développer un modèle qu'on appelle un modèle transdiagnostique des troubles alimentaires, basé sur l'existence de ces dimensions communes, et qui est finalement sous-tendu par le fait que les facteurs de risque, les déterminants finalement seraient globalement communs à l'ensemble des troubles alimentaires, et ce qui justifie également des approches thérapeutiques finalement communes. Alors, puisqu'on parle de déterminants, quelles sont les causes des TCA? Bon, ce qu'il faut retenir, et je crois que Jean-François Viau a bien insisté dessus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une cause qui explique un trouble alimentaire, mais le trouble alimentaire, c'est finalement une maladie qui est une maladie complexe d'origine multifactorielle, qui globalement va résulter de l'interaction entre des facteurs dits individuels avec des facteurs environnementaux et sociétaux. Donc on a essayé d'identifier s'il existait des facteurs de risque pour développer un trouble alimentaire, et on peut identifier trois grands groupes finalement de facteurs de risque ou de facteurs prédisposants. Des facteurs individuels qui sont liés par exemple aux comorbidités psychiatriques. Les comorbidités psychiatriques dans les TCA sont extrêmement fréquentes. On estime globalement que 70% des personnes qui souffrent d'un TCA ont un trouble psychiatrique associé, souvent un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur, mais c'est également certaines dimensions de personnalité, certaines difficultés dans le fonctionnement cognitif ou des difficultés de réguler, par exemple, ses propres émotions. Il existe également des facteurs familiaux ou environnementaux avec des facteurs génétiques, puisqu'il y a effectivement une certaine héritabilité, on peut dire une certaine composante héréditaire familiale des troubles alimentaires, mais également des facteurs environnementaux de type facteurs de stress, trauma précoce, ou également la forte exposition à des aliments addictifs, ultra-transformés, qui vont avoir la capacité de cibler certaines régions du cerveau et d'entraîner et de générer potentiellement des dérégulations de la prise alimentaire. Et puis, bien sûr, des facteurs socioculturels qui sont extrêmement importants, extrêmement prégnants autour de la pression sociale, d'un idéal formaté, standard de minceur et de standards finalement corporels fortement véhiculés par la société, mais fortement véhiculés, bien sûr, plus récemment par les réseaux sociaux. À partir de ces facteurs de risque, il peut également y avoir certains facteurs précipitants qui vont précipiter l'entrée finalement de la maladie. Alors c'est typiquement la période de l'adolescence qui est associée à beaucoup de remaniements physiologiques, psychologiques, somatiques, avec à la base la notion d'insatisfaction corporelle qui va être très importante, et le fait d'initier des comportements, des régimes pour augmenter le sentiment de maîtrise de soi, d'estime de soi, ou d'initier des comportements qu'on va dire orthorexiques. C'est finalement le manger sain, faire du sport et se sentir bien pour essayer de correspondre à un idéal corporel, mais qui finalement va finir par s'emballer. Et puis dans les facteurs précipitants, on peut aussi citer la période du confinement qu'on a tous en tête, avec situation d'inactivité, d'isolement, une dégradation globalement de la santé mentale, et une période où les personnes ont été inondées par les réseaux sociaux et beaucoup de messages qui véhiculaient effectivement des messages véhiculant le fait de pouvoir perdre du poids et de pouvoir faire beaucoup d'activités physiques, et qui, pour certaines personnes vulnérables, ont été des facteurs précipitants d'entrée dans la maladie. Et puis enfin, des facteurs de maintien, alors la dénutrition, les facteurs environnementaux, les facteurs individuels, les facteurs interpersonnels, mais également l'ensemble de ces facteurs de vulnérabilité initiaux qui peuvent participer au maintien du trouble. Et dans les facteurs de maintien ou de non-maintien, l'équilibre et les interactions familiales vont jouer aussi un rôle extrêmement important, d'où l'intérêt de pouvoir apaiser, améliorer le plus possible les qualités des relations intrafamiliales, qui vont avoir un impact aussi important, surtout chez les plus jeunes, pour l'évolution des symptômes et le pronostic global du trouble alimentaire. Alors, au niveau de l'épidémiologie,
ce sont des troubles qui vont typiquement concerner plus les femmes que les hommes, mais il faut également faire attention à cette notion qu'on a tous en tête, parce que les troubles alimentaires chez les hommes, c'est également une réalité. Et donc, c'est important de bien connaître que finalement, les troubles alimentaires vont concerner globalement tous les sexes, les femmes prioritairement, mais également les hommes, pour ne pas passer à côté d'un trouble alimentaire également chez les garçons. Donc, des données d'une étude de 2019 estimaient la prévalence globale des troubles en population générale, tout trouble alimentaire confondu, donc ce qui intégrait également ces formes partielles ou atypiques, qui sont relativement fréquentes. Et globalement, on peut dire qu'au cours de leur vie, un homme sur 7, à peu près 15%, et une femme sur 5, 20% en population générale, vont expérimenter un TCA. La majorité de ces cas vont survenir en début d'adolescence, pendant l'adolescence, ou en début d'âge adulte, et la majorité vont survenir avant 25 ans. Mais il va néanmoins exister, bien sûr, des formes de TCA de l'adulte, soit des formes de survenue tardive qui sont plus rares, mais ce sera essentiellement finalement des rechutes de troubles alimentaires qui ont débuté de manière plus précoce à l'adolescence ou vers 18-20 ans. Alors en France, on estime que 13 millions de personnes sont touchées par les troubles alimentaires, dont 900 000 pour les 3 formes les plus sévères, anorexie, boulimie et hyperphagie. Le fait d'avoir souffert d'un TCA à un moment donné va augmenter le risque de récidive de toute autre forme de TCA au cours de sa vie. On l'a vu, les adolescents et les jeunes adultes vont constituer une population particulièrement à risque. Et finalement, le constat qu'on peut faire, c'est que globalement, les troubles alimentaires vont être insuffisamment repérés et pris en charge. Et les formes partielles, atypiques et les TCA de l'adulte plus chroniques vont l'être encore moins, d'où l'importance du repérage de ces troubles, de l'accès aux soins à tous les âges de la vie, puisqu'on sait qu'une prise en charge spécialisée sera associée à une forte efficacité sur l'évolution clinique, d'autant que ce repérage et cet accès aux soins sera précoce par rapport à l'entrée dans la maladie. Alors, les troubles alimentaires, ça pose également la question de ce qu'on appelle le treatment gap. C'est quoi? C'est-à-dire un écart entre le nombre de personnes qui présentent les symptômes et le nombre de personnes qui bénéficient effectivement d'un soin pour les troubles alimentaires. On estime que pour les TCA, plus de la moitié des personnes ne vont pas accéder aux soins et aux soins spécialisés du fait d'une insuffisance encore de professionnels formés, d'insuffisance de filières spécialisées dédiées pour les troubles des conduites alimentaires et avec pour cela de très fortes inégalités territoriales. Alors pour pallier à cette insuffisance d'accès aux soins et d'accès à des filières spécialisées, l'État et les agences régionales de santé ont souhaité soutenir les professionnels pour développer des filières de soins spécialisées pour les TCA autour de ce qu'on appelle les centres de recours et de coordination, afin de pouvoir permettre un maillage territorial au niveau national. Alors, les principes de ces CRC, c'est de pouvoir donc structurer, rendre plus lisible une filière spécialisée TCA, complète, de l'enfant à l'adulte, avec une offre de soins pluridisciplinaire, coordonnée, combinée à la fois psychiatrique et somatique, et des soins basés sur des données probantes, avec également des missions d'enseignement et de recherche. Alors, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on a donc 3 CRC, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Et donc, Bordeaux s'est structuré en CRC avec des missions régionales, donc qui vont couvrir un territoire avec donc les 5 départements du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le CRC TCA Sud Nouvelle-Aquitaine,
donc 5 départements, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Donc, au sein de ce CRC, cela va intégrer, comme Jean-François Viaud vous en a parlé, les dispositifs pour les enfants et les adolescents au centre Jean Abadie et les dispositifs pour les adultes sur l'hôpital de Haut-l'Évêque, donc ces différentes unités étant rattachées au pôle de pédiatrie et au pôle d'addictologie pour l'adulte. Alors, chacune de ces sous-filières au niveau du CRC va être constituée de consultations spécialisées, d'hospitalisation de jour et d'hospitalisation complète pour l'ensemble des troubles alimentaires. Donc, avec des missions d'évaluation initiale pluridisciplinaire, de prise en charge, de recours donc pour les cas plus complexes, donc on l'a dit, d'enseignement, de formation et de recherche, et avec la possibilité, bien sûr, d'orienter sur les partenaires du territoire en fonction de la situation clinique. Alors, comment accéder à ce CRC? On a mis en place une plateforme, une sorte de guichet unique, plateforme téléphonique avec une ligne téléphonique qui est régulée par une infirmière coordinatrice de parcours dédiée au CRC et qui va permettre de donner des conseils, un avis orienté en fonction de la situation clinique. Donc cette ligne téléphonique, elle est dédiée bien sûr aux patients, mais elle est dédiée aussi aux professionnels et aussi aux entourages et aux familles. Donc en fonction de la situation, il va y avoir une orientation, soit sur les structures partenaires des différents territoires concernés par le CRC, et on est en train de finaliser une cartographie des ressources, soit cela va donner lieu à un rendez-vous, une consultation pour avis, évaluation au niveau du CRC sur les différentes filières en fonction de l'âge du patient. Alors, les signes d'alerte, quand finalement demander un avis, quand consulter, quand demander un avis spécialisé. Donc, ça vous a déjà été présenté. Finalement, on va finalement s'inquiéter face à des variations brutales de poids ou de comportement vis-à-vis de l'alimentation. Cela peut être également des préoccupations excessives autour de l'image du corps, de l'alimentation, de la diététique, une mauvaise estime de soi. Ça peut être aussi l'engagement dans des comportements, j'en ai parlé un peu orthorexiques, le bien manger, mais également l'engagement vers un comportement, une hyperactivité physique, avec une hyperactivité physique qui devient intensive, compulsive et qui parfois va précéder l'entrée dans les troubles alimentaires, des crises hyperphagiques également, une aménorrhée en particulier bien sûr pour l'anorexie, un jeune qui va dire qu'il n'a pas faim, qui perd l'appétit, mais en fait c'est une lutte volontaire active contre la faim avec un évitement de certains aliments qui sont identifiés comme finalement plus caloriques, une perte de poids significative et également des comportements compensatoires qui ont déjà été décrits, l'hyperactivité physique, les vomissements, l'utilisation de médicaments, etc. Et puis également une perturbation de l'image corporelle, c'est-à-dire que la personne ne perçoit plus son corps tel qu'il est, sa perte de poids, avec une obsession du poids et une peur envahissante, panique de grossir. Alors, l'entrée dans les soins, c'est souvent une urgence, ou en tout cas une urgence ressentie par la famille, l'entourage ou les patients, lorsque la situation devient plus dégradée ou significative. Cette entrée dans le soin, la première étape, c'est qu'on va faire une évaluation. On va faire une évaluation qui, de fait, doit être multidisciplinaire d'emblée, c'est-à-dire à la fois une évaluation somatique et une évaluation psychiatrique. Donc cette double approche combinée, elle est présente dès l'évaluation, donc dès la première étape finalement d'entrée dans le soin. Ça va permettre d'évaluer surtout dans un premier temps le niveau d'urgence et le niveau de gravité somatique, nutritionnelle, psychiatrique, familiale, sociale. Et en fonction de ce niveau de gravité, on va proposer un plan de soins adapté, gradué, en fonction de la sévérité. Alors la gradation de l'offre de soins, ça va être clairement
de la consultation hospitalière à l'hospitalisation complète. Un intermédiaire, ça va être l'hospitalisation de jour. On va pouvoir proposer un soin ambulatoire intensif, mais de jour, donc sans que ce soit l'hospitalisation complète. Et en fonction de la sévérité, on va donc graduer cette offre de soins. En début de prise en charge, on essaye toujours de débuter une prise en charge en ambulatoire. Et l'entrée dans le soin d'emblée par une hospitalisation sera vraiment dans des cas d'urgence somatique, psychiatrique, mais finalement on essaye toujours, c'est rarement le cas, c'est des cas particuliers, on essaye toujours d'instaurer une prise en charge ambulatoire pour avoir finalement une adhésion au projet de soins, une bonne alliance thérapeutique, avec des approches aussi motivationnelles au début pour améliorer la prise de conscience des symptômes et renforcer l'engagement de la personne dans les soins. Alors, la prise en charge. La prise en charge au CRC, typiquement, on va dire un peu idéalement, ça va débuter à partir des premiers symptômes identifiés qu'on a évoqués et une consultation initiale, idéalement avec le médecin traitant, qui est vraiment le professionnel de première ligne pour l'évaluation initiale, le repérage, les débuts de prise en charge et la surveillance médicale. Alors bien sûr, l'enjeu, c'est de faire en sorte que le délai entre le début d'entrée dans la maladie et la première consultation soit le plus court possible, pour pouvoir favoriser une prise en charge la plus précoce possible, ce qui va améliorer le pronostic. Ensuite, on peut avoir effectivement une orientation vers le CRC dans les différentes filières en fonction de l'âge pour avoir un avis spécialisé et un avis pour une proposition de plan de soins pour le patient. Donc ça va passer systématiquement, comme je viens de le dire, par une évaluation pluridisciplinaire, somatique, psychiatrique, médicale, paramédicale. Cette évaluation, elle peut se faire soit dans le cadre d'une consultation, soit aussi dans le cadre d'un hôpital de jour, qu'on va utiliser comme hôpital de jour d'évaluation initiale. Et à l'issue de cette évaluation, on va pouvoir proposer donc le plan de soins gradué, qui peut être du suivi en consultation hospitalière, mais qui peut être également en ambulatoire, du suivi ambulatoire plus intensif, avec des soins en hôpital de jour. Mais à chaque étape de la prise en charge, on sera toujours sur une approche combinée psychiatrique, somatique et pluridisciplinaire. L'hospitalisation complète va venir uniquement s'il existe des complications nutritionnelles, somatiques, psychiatriques, mais également sociales ou familiales. Quand il y a une situation de crise dans la famille, il peut être bien sûr nécessaire dans ces cas-là de faire aussi un éloignement et une sorte de rupture, alors pas une rupture totale, mais de pouvoir initier les soins dans un contexte plus apaisé, et donc du retentissement des niveaux de gravité également sur le plan social. Et à l'issue de ce temps d'hospitalisation complète, il y a toujours une période de maintien du suivi ambulatoire qui se fait souvent dans le cadre d'un hôpital de jour et qui peut ensuite se poursuivre en consultation hospitalière à une fréquence habituellement d'une fois par mois avant d'envisager des relais vers des partenaires extérieurs. Donc vous l'avez compris, on est sur un parcours de soins, on est dans un suivi qui doit être régulier, gradué, adapté à la sévérité des troubles, mais également un suivi plutôt au long cours pour consolider, permettre une rémission la plus stable possible et prévenir les récidives du trouble et accompagner les personnes dans un rétablissement finalement plus global. À tous ces stades de la maladie, l'entourage, les familles, les aidants vont être des acteurs clés du traitement et du rétablissement et sont intégrés dans les soins et le plus souvent accueillis soit en individuel, soit dans le cadre d'un accueil de groupe. Alors la prise en charge dans ces différentes filières, elle est pluridisciplinaire, donc ça vous l'avez compris. Les équipes sont constituées globalement de psychiatres, médecins nutritionnistes, diététiciennes, psychologues, assistantes sociales, infirmières, psychomotriciennes ou kinés, dans la filière adulte en particulier, pour permettre cette prise en charge multifocale centrée sur les différentes dimensions des TCA
et des prises en charge à la fois individuelles et de groupe avec différentes approches proposées, des psychothérapies centrées par exemple sur la régulation des émotions, des psychothérapies centrées sur les symptômes du TCA, de l'éducation thérapeutique, de l'activité physique adaptée, des approches corporelles, de remédiation cognitive, des approches diététiques, les repas thérapeutiques dans le cadre de l'hôpital de jour et de l'unité d'hospitalisation complète, où on va effectivement accompagner les patients à pouvoir reprendre une alimentation adaptée et s'autonomiser par rapport à la prise alimentaire, et puis les accueils de la famille et de l'entourage. Alors les objectifs, ça va être de renforcer la motivation aux soins, restaurer des habitudes alimentaires adaptées, cibler les symptômes alimentaires, traiter les complications somatiques, traiter les comorbidités psychiatriques et les dimensions associées, améliorer le fonctionnement interpersonnel, social et soutenir les relations intrafamiliales. Donc on va être dans une prise en charge très globale. Donc le travail avec les familles, il vous a été déjà présenté. Le travail avec les familles est une des clés de la réussite et ça fait partie des approches qui ont montré leur preuve d'efficacité, en particulier bien sûr chez les adolescents et chez les adultes jeunes. Dans la prise en charge des adultes qui souffrent de TCA, on va également, on ne sera pas exactement dans les mêmes enjeux de manière immédiate, mais on va également intégrer l'entourage dans la prise en charge, puisque les entourages, ça va être les aidants de la personne qui a un TCA, qui va bien sûr être garant un petit peu de la gestion des repas, du cadre alimentaire, et qui va également accompagner finalement au quotidien la personne qui souffre du TCA. Alors, cette approche, elle se fait en individuel et avec des groupes de familles. On le met également aussi en place sur la filière adulte, avec des approches de psychoéducation de la maladie, mieux identifier les symptômes, diminuer la culpabilité, renforcer et valoriser aussi ce qui est fait au quotidien, aider par rapport à la préparation, à la gestion des repas, et puis faire une évaluation des dynamiques familiales et des difficultés intrafamiliales, évaluer les croyances vis-à-vis de l'alimentation au niveau de la famille, les habitudes alimentaires, parfois les difficultés sociales aussi qui peuvent être un frein à la prise en charge, à l'accompagnement, et puis des difficultés en termes de flexibilité cognitive, de rigidité cognitive. Je vous présenterai quelques éléments sur ces prises en charge. Pour les adultes, on va être particulièrement vigilant à évaluer l'impact du trouble alimentaire sur les enfants à la maison et sur la relation parent-enfant, avec le fait de pouvoir identifier souvent certaines difficultés dans la préparation des repas, la préparation des goûters, qui peuvent être aussi des pourvoyeurs de crises hyperphagiques, l'anxiété que cela génère, et avec un point également de vigilance et d'attention particulier autour de la question de la grossesse et de la périnatalité, puisque la période de la grossesse et de la périnatalité, en particulier postpartum, ça va être une période globalement de vulnérabilité psychique, et pour le postpartum, et une vulnérabilité de rechute d'un trouble alimentaire ou d'aggravation d'un trouble alimentaire, avec des impacts possibles sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan des interactions précoces, avec les interactions entre avec l'alimentation. Donc, ça sera des situations qui vont nécessiter un accompagnement très rapproché, une surveillance importante pour accompagner au mieux ces difficultés. Alors, en complément de ces approches, il existe également un certain nombre d'approches thérapeutiques, on va dire innovantes, qui ont été développées plus récemment dans le champ des troubles alimentaires. Innovantes parce que, contrairement aux approches plus habituelles qui se centrent sur les symptômes manifestes cliniques de la maladie, ce sont des approches thérapeutiques qui vont cibler à l'inverse des marqueurs invisibles de la maladie qu'on suppose être impliqués dans le développement et le maintien des troubles. Alors, ces marqueurs invisibles de la maladie, ils vont persister en dehors de la phase aiguë, c'est-à-dire même chez une personne en rémission, et en fait, on peut les retrouver chez les apparentés non malades.
Alors ces approches, elles ont été particulièrement développées dans le champ de l'anorexie, avec 2 marqueurs cognitifs qui ont été particulièrement identifiés, qui sont le manque de flexibilité cognitive, c'est-à-dire la rigidité cognitive. Ça va être la difficulté, c'est un style finalement de fonctionnement cognitif qui correspond à la difficulté à alterner entre plusieurs tâches, opérations ou schémas mentaux, à s'adapter finalement à un changement de situation ou d'environnement. Et puis le deuxième marqueur, c'est le manque de cohérence centrale, qui correspond à une focalisation sur les détails et qui va constituer un biais de traitement de l'information qui va privilégier donc une approche centrée sur les détails au détriment d'un traitement plus global ou contextuel. Alors ces 2 caractéristiques sur le plan cognitif qu'on va retrouver beaucoup dans l'anorexie mentale, mais qu'on va retrouver aussi potentiellement dans d'autres troubles alimentaires, ils vont potentiellement être impliqués dans le maintien des troubles à travers une résistance au changement, avec des routines qui vont être extrêmement bien installées et une tendance à maintenir des comportements très stéréotypés qui peuvent finalement être source de difficultés pour s'engager dans une démarche plus pérenne de changement et envisager des solutions alternatives. Et puis, le manque de cohérence centrale, ça va s'associer à des difficultés de planification, à une méticulosité excessive et avec des préoccupations qui sont plutôt obsessionnelles et qui peuvent être également un frein au changement. Alors, pour pouvoir un peu cibler finalement ces marqueurs de la maladie, il y a des approches qui ont été développées qui sont des thérapies de remédiation cognitive qui vont finalement cibler le fonctionnement cognitif de la personne et certaines difficultés. Ce sont des approches qui ont été manualisées et validées en français par Léna Bourdier et Sylvie Bertheuse et qui vont proposer donc des programmes de prise en charge en ambulatoire, en hospitalisation, en individuel ou de groupe, mais qui vont se baser sur la réalisation d'exercices pour rééduquer un petit peu les fonctions cognitives et essayer d'aider la personne à prendre du recul par rapport à son mode de pensée en lien avec des éléments directement, avec des choses concrètes du quotidien. Alors ces programmes, ils ont été initialement créés et manualisés pour les adultes, mais avec des programmes adaptés pour les enfants et également, dans certaines équipes, des programmes adaptés pour les familles pour également travailler sur la flexibilité cognitive au niveau familial. Alors ces approches, elles sont très intéressantes, elles sont bien sûr en complément de tout le reste. Elles vont permettre de réduire le perfectionnisme souvent associé, l'anxiété liée au changement, de renforcer l'estime de soi, et ça va être un levier thérapeutique très intéressant pour engager le patient dans un processus de soins et de changement plus durable, et puis de favoriser également l'alliance thérapeutique, parce que ça va être une approche où on va se décentrer finalement des symptômes en tant que tels, des symptômes alimentaires et des préoccupations personnelles, pour finalement se recentrer sur des choses plus neutres, mais qui vont quand même être fortement impactantes sur le fonctionnement quotidien et potentiellement aussi sur la prévention des rechutes et l'amélioration et le rétablissement des patients. Et puis ensuite, pour finir, quelques approches avec le développement. On essaye d'intégrer également les outils de e-santé dans nos prises en charge, avec le développement de téléconsultation au niveau du centre Jean Abadie pour justement favoriser l'accès à l'évaluation et aux soins, le développement de téléexpertise pour soutien aux pratiques des professionnels qu'on va essayer de développer pour les adultes. Et puis, à l'échelle de projets, on veut également tester la mise en place d'applications mobiles connectées à l'équipe soignante pour permettre un suivi plus rapproché avec une adaptation de la prise en charge thérapeutique et des signaux d'alerte en implémentant ces outils dans la prise en charge ambulatoire habituelle. Alors pour finir, la recherche, on a également un volet recherche au niveau du CRC sur la thématique des TCA, même si la création des CRC va aussi avoir pour impact de promouvoir les collaborations régionales et nationales. On développe, donc ces recherches sont réalisées au sein du CHU de Bordeaux, en partenariat direct avec certaines équipes de recherche
en particulier Bordeaux Neurocampus et l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, où on cherche à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques qui ciblent justement plutôt les déterminants du TCA avec des approches psychothérapiques qui intègrent en particulier la remédiation cognitive, mais également d'autres approches centrées sur le craving et de nouvelles approches pharmacologiques. On a également des thématiques autour de la question de l'addiction à l'alimentation, en essayant de comparer les similitudes avec les autres comportements addictifs, le développement d'outils numériques de e-santé en vie quotidienne, et on souhaite également promouvoir la recherche participative, c'est-à-dire d'impliquer les patients adultes dans les protocoles de recherche, mais dès le début de l'élaboration du protocole jusqu'à sa mise en place. Les autres thématiques sont des thématiques en lien avec les complications de la dénutrition, le lien entre les micronutriments et les troubles des conduites alimentaires, et également l'anorexie mentale à début précoce, qui est en particulier une thématique développée au sein du Centre Jean Abadie au niveau de l'UHEA, en collaboration avec le Centre de référence maladies rares de Robert Debré, qui coordonne l'ensemble des études au niveau national sur cette thématique. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc je vous laisse les coordonnées du CRC.